Monsieur le Président, Monsieur l'avocat général, Mesdames, Messieurs, bonjour. Au point de vue de l'avocat, pour une fois, il ne diffère pas de celui des experts présents qui sont déjà exprimés. On vit dans une société qui, malheureusement, s'est durcie. Le contentieux se développe à tous les niveaux et la matière médicale ne déroge pas, à tel point que le nombre d'actions en responsabilité contre les chirurgiens est devenu insensé. Nous avons dépassé le nombre de procès en responsabilité médicale, toute proportion gardée, que les Américains. Il y a plus de procès par acte chirurgical et citoyen en France aujourd'hui qu'aux États-Unis. La seule chose qui diffère sont les montants des indemnisations qui, heureusement chez nous, sur le plan financier, sont restés mesurés. Sur le plan des préjudices corporels, sont à peu près les mêmes. Alors, évidemment que les magistrats, je suis avocat général, ne mentira pas, n'ont pas fait médecine, a priori, faire du droit pour passer l'école de magistrature. Et donc, quand il y a un procès en responsabilité médicale, il y a souvent une problématique complexe, technique, qui nécessite l'avis d'un tiers, un expert. En tout cas, c'est le processus français, puisque vous savez qu'aux États-Unis, ce n'est pas du tout comme ça. Chaque partie amène son propre expert. Il n'y a pas un expert tiers indépendant, autonome, qui vient juger et qui éclaire le juge. Chaque partie arrive avec son expert. C'est très amusant parce que d'ailleurs, sur les curriculum vitae des experts américains, des médecins, il y a les procès dans lesquels ils ont témoigné. Alors, j'ai fait tel procès, puis au-dessous, ils mettent là, on a gagné. Donc, ce qui est très amusant, ce n'est pas le niveau technique de l'expert, c'est le niveau rhétorique de l'expert. Voilà ce que j'ai su faire dans une circonstance comme celle-là. Et on peut supposer, si on est un peu clairvoyant, que sa qualité, c'est d'avoir gagné dans un procès où il n'aurait pas dû gagner. Il était payé pour ça. Donc, vous voyez, le centre du débat n'est pas du tout le même. Ici, en France, on est resté tout de même encore assez proche de la science et d'une volonté d'impartialité avec un rôle de l'État et du juge qui n'est pas le même. La déontologie, c'est, nous dit le Littré, la science des devoirs, l'ensemble des principes, les règles éthiques qui gèrent et guident une activité professionnelle. Cette déontologie, à propos des experts, fait l'objet, Jardé l'a dit tout à l'heure, d'une grande loi cadre datant de 1971 avec possibilité de plainte et de contrôle par les magistrats. Pour ce qui concerne les experts de la Cour d'appel, plainte possible devant l'avocat général de la Cour d'appel ou le premier président, et pour les experts ressortants de la Cour de cassation, la même chose devant le premier président ou procureur général de la Cour de cassation. Néanmoins, les procédures de plainte réelles à l'encontre des experts sont assez limitées, puisque en 2021, je crois qu'il n'y a eu que 30 saisines sur 27 cours d'appel en France. Et ce n'est pas beaucoup. Par contre, sur les 30 saisines, il y a eu 24 sanctions. Donc, quand les gens y vont rarement, mais quand ils y vont, en général, il y a quelque chose. Je précise bien que cette procédure-là n'a rien à voir avec la notion de récusation d'un expert à l'occasion d'un seul procès. Pas une faute morale qui est approchée, on lui demande simplement de ne pas opérer comme expert dans un contentieux. Là, ce que j'évoquais, ce sont les procédures disciplinaires engagées contre un expert et qui, comme je viens de vous le dire, sont assez rares. Alors, Comte Sponville, que l'Académie avait invité, si mon souvenir est bon, il y a 2 ou 3 ans, lors de son assemblée générale, nous avait donné cette formule assez sympathique de l'expertise. Vous avez dit l'expert est débiteur du vrai. Le conseil est débiteur de l'utile. On voit bien la différence. On n'est pas là pour la même chose. Et il avait complété en indiquant « l'expert dit le possiblement vrai et le certainement faux ». C'est un réducteur d'incertitude. Et cette approche des choses vous montre bien, ce que M. Jordet disait aussi tout à l'heure, qu'il reste au juge à trancher. Ce n'est pas l'expert qui va trancher. Il va réduire, réduire, réduire. Et ça, en mathématiques, en sciences, vous avez bien cette habitude de réduire, d'écarter pour que reste le substantiel. Et ensuite,
de ce substantiel, les parties vont débattre devant la juridiction et le juge va trancher. C'est fondamental et c'est pour ça que l'expert va éventuellement parler de faute, de manquement, mais jamais de responsabilité. La responsabilité, c'est du ressort du magistrat de la juridiction. Ça signifie quoi? Ça signifie que l'expert va faire un travail très scientifique, fondamental pour les parties et pour le magistrat par rapport à un problème technique qu'elles ne sont absolument pas en mesure d'appréhender seules. Comment faire pour que ce travail soit effectué en toute indépendance, qui est l'une des qualités requises par la déontologie des experts dans le texte en particulier de 1971. L'indépendance, le centre de nos débats aujourd'hui, qui est aussi le centre de cette déontologie, qu'est-ce que c'est? L'indépendance, c'est remplir sa mission sans avoir à craindre une sanction ou sans pouvoir espérer un avantage éventuel. C'est ça l'indépendance. Ni craindre, ni espérer de l'une des parties. Est-ce qu'il faut, pour atteindre cette indépendance, remplir de nouveaux documents, comme les déclarations d'intérêt, de conflit, etc. ? Je ne crois pas. Je crois que la définition même de cette notion montre bien que c'est quelque chose de philosophique, le juste, le vrai, et que ce n'est pas un bout de papier supplémentaire écrit, daté, signé qui va le garantir. Au jour d'aujourd'hui, cette indépendance des experts, elle est tout de même très présente dans nos opérations et rares sont les cas où on pouvait suspecter réellement, à cause d'une relation donnée entre un expert et l'une des parties, on pouvait suspecter un surcroît de subjectivité. Les choses fonctionnent, me semble-t-il, plutôt bien en France, et je ne crois pas qu'il faille verser dans un réflexe anglo-saxon juridique de surformalisation des choses. Autrement dit, je signe un papier de plus et je suis tranquille sur ce terrain-là. C'est du cosmétisme. C'est rendre jolies les choses propres. Vous voyez, moi, expert, je suis propre. Vous voyez, moi, compagnie des experts, nous avons fait ce qu'il fallait. Ou bien, vous voyez, nous, cour d'appel, etc., on a… Non, ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est la concrétude des choses, au cas par cas, personne par personne. Et je ne crois pas que ce soit l'établissement d'un document qui garantisse plus quoi, un système qui, au jour d'aujourd'hui, me semble-t-il, fonctionne, comme dirait Jean Kelevitch, suffisamment bien pour qu'il n'y ait pas besoin de rajouter quelque chose en répondant à un effet de mode juridique anglo-saxon. C'est pourquoi, effectivement, je ne pense pas que la déclaration d'intérêt soit opportune, ni de façon générale lors de la nomination d'un expert en tant qu'expert auprès d'une liste de cour d'appel ou de la Cour de cassation, et encore moins dossier par dossier ou cas par cas lors de sa désignation, cette fois, par une ordonnance de référé du juge administratif, juge de référé ou même de la CCI. Pourquoi? Parce que ce formalisme-là ne va rien garantir de plus. Il reste quoi? Il reste des situations qui sont simples, mais qui peuvent devenir complexes dès qu'on fait un procès. Récemment, en cours, j'attends la décision encore aujourd'hui, un expert était attaqué, on sollicitait sa récusation parce que l'avocat du patient, et ça, Président, vous l'avez dit tout à l'heure, après avoir reçu un pré-rapport qui ne m'était pas favorable, hein, l'avocat du patient a découvert que l'expert œuvrait comme chirurgien dans une clinique, laquelle clinique appartenait au même groupe que le chirurgien mis en cause. 500 km de là, les groupes sont nationaux. Même groupe. Ça n'est pas sérieux. Et pourtant, commence à être attaqué. Et comme M. Koudal le disait aussi, les attaques ne se font pas a priori lors de la désignation de l'expert. Les attaques, elles se font quand on commence à comprendre que le rapport ne va pas être dans votre sens. Et M. Jardet l'a dit également, il y a toujours deux parties et l'une des deux ne va pas être contente. Pour autant, des rapports d'expertise sont
très souvent acceptés, sans discussion, en étant nécessairement défavorables à l'une des parties, lorsqu'ils sont justes, lorsqu'ils sont explicités, lorsqu'ils sont véritablement conformes à la science, et pas une science surannée qui date d'il y a 10 ans, lorsqu'ils sont justes. Je crois que la notion de juste, qui est quand même au cœur de moi aussi, monsieur l'avocat général et moi-même, ce n'est pas quelque chose qui est dans le ciel, qui est joli, etc. C'est quelque chose qui est concret et qui a des effets au quotidien. C'est-à-dire que si on est dans le juste, on va avoir moins de problèmes. Ça, c'est fondamental. Vous parliez d'un cas avec un orthopédiste à Grenoble. J'ai eu le cas, moi, avec le cancer du sein à Paris, et où l'expert, qui est un grand nom, une femme très, très grand nom de l'oncologie du sein, avait déposé un rapport qui excluait toute faute. Et la patiente, qui est vraiment grande procédurière, a attaqué l'expert, accusation, etc. Pourquoi? Parce qu'elle œuvrait dans la même clinique. Pas le même groupe, c'est la même clinique. Et il s'est avéré qu'après une carrière hospitalière de 35-40 ans, effectivement, elle était rentrée dans cette clinique pour y opérer de temps en temps. Et la Cour de cassation a sanctionné. Et cet expert, qui est un grand nom, qui avait rendu un rapport magnifique, très propre, très scientifique, etc., a été récusé, même condamné à dommage d'intérêt. Donc, c'est une décision que j'avais trouvée extrêmement violente. Qu'est-ce que ça a donné? Il a fallu recommencer pour le patient. Moi, évidemment, je suis exclusivement du côté des chirurgiens. Le patient a recommencé sa procédure. On tombe sur un collège d'experts, cette fois. On est délocalisé à Lyon. Et à Lyon, qu'est-ce qui se passe? Évidemment, le collège d'experts à Lyon ont les mêmes conclusions que celles qui avaient été initialement attaquées. Si on est dans le juste, on va rester dans le juste. Ce n'est pas parce qu'un expert a été récusé que le nouvel expert va dire le contraire si le travail a été proprement fait. On constate donc aujourd'hui qu'il y a toujours très peu de plaintes contre les experts au niveau juridictionnel, mais qu'il y a des tentatives de récusation de plus en plus fréquentes. De la même façon qu'à mon cabinet, que je n'avais jamais vu pendant 30 ans, il y a désormais des plaintes au Conseil national de l'ordre des médecins contre les experts. Parce que, tiens, il n'a pas fait son expertise correctement, ou il n'a pas vu viser tel article. Plaintes qui n'ont absolument aucun sens, hein, mais qui montrent que les gens s'acharnent de plus en plus. Et quand ils ne peuvent pas s'acharner plus loin contre leur adversaire, ils vont tenter de viser l'expert pour obtenir un changement, une récusation, une autre désignation. Il a été dit tout à l'heure l'essentiel, à savoir que l'expert, s'il sent qu'il est dans une position trop fragile par rapport à cette notion d'indépendance et d'impartialité, doit se récuser d'office. L'autre conseil, évidemment, qui est fondamental, c'est le juge chargé du contrôle des expertises, s'y confier d'entrée de jeu en disant, voilà, j'ai été désigné par ordonnance de référé président, je vous précise telle chose, souhaitez-vous que je conserve cette mission ou pas? Et le juge de contrôle des expertises va trancher, en général en confirmant. Il n'y a pas de difficulté, on est complètement couvert et on évite tout conflit ultérieur. Il vaut mieux percer l'abcès dès le début. Mais les choses sont complexes si on veut analyser les différentes sphères, et je termine là-dessus, les différentes sphères de connaissances. Il y a les anciens internes d'un même hôpital qui ont fait leur internat en même temps dans le même service et qui, 20 ans plus tard, se retrouvent l'un attaqué, l'autre expert. Est-ce que ça pose un problème? Il y a les membres d'une société savante et il y a, comme le disait M. Koudane tout à l'heure, le membre d'une société savante présent dans la sous-section Rachis, par exemple, à propos de l'orthopédie. Mais si on exclut l'expert présent dans la sous-section Rachis et les 4 autres, ça veut dire que je vais avoir un expert qui va être moins compétent scientifiquement. Donc, pour la justice et pour une prétendue cosmétique de façade, je vais avoir quelqu'un de moins compétent. C'est extraordinaire. C'est là que nous allons. C'est ce que nous voulons. Non, il faut faire confiance aux hommes. Il faut faire confiance à un système qui a fonctionné pendant des années. Il faut faire confiance aux médecins qui, a priori, aux dernières nouvelles, quoique certains veuillent dire, ne sont pas des voyous, ils font leur travail correctement. Les médecins qui sont attaqués, mais aussi les experts qui aident les juges. Et je ne crois pas qu'il faille aller tellement plus loin aujourd'hui sans raison concrète de modifier ce système qui fonctionne. Merci.
Si vous voulez rester un instant pour… Merci beaucoup à Maître Lacueille pour la clarté de ses propos et auxquels je souscris. Alors, il y a sans doute des questions. Moi, vous dites qu'il faut faire confiance aux hommes, bien évidemment. Sinon, la vie serait difficile, je crois. Il faut faire aussi confiance à la science. Et la question, vous l'avez évoquée d'ailleurs à un moment donné, c'est celle de l'état de l'art, et qui a beaucoup progressé de notre côté, du côté scientifique, depuis la fin du siècle dernier. Les recommandations sont apparues, d'abord en oncologie, j'y ferai référence tout à l'heure, mais dans tous les domaines. Et il y a peu de domaines de la médecine, et en particulier de la chirurgie, où il n'y a pas des recommandations qui sont de plus en plus précises et que nous qualifions d'état de l'art. Et c'est la question qui nous est posée. Est-ce que finalement, les soins qui ont été prodigués étaient conformes à l'état de l'art? Est-ce que ça n'a pas simplifié vos procédures à vous et éviter donc des récusations d'experts qui, comme vous l'avez signalé, les recommandations sont les mêmes à Paris, ou les recommandations nationales sont les mêmes à Paris ou à Lyon. Donc, il est fort probable que les conditions seront les mêmes. Alors, ce sont deux choses, me semble-t-il, très différentes. La première chose, la question de l'impartialité, elle joue sur la déontologie, c'est-à-dire la notion, par exemple, en l'occurrence, d'indépendance de l'expert. L'état de l'art, les recommandations, c'est le fond du dossier. Oui. Autrement dit, on peut les méconnaître sans avoir manqué à sa probité, à son honneur. Simplement, on n'a pas été bon. On ne les a pas mentionnés, on les a oubliés, ça fait trop longtemps qu'on a arrêté. Et on a très, très souvent des expertises qui sont en contradiction avec les recommandations de la science. Ça m'arrive régulièrement. Mais ce n'est pas un motif de récusation, ça, c'est un motif d'obtention d'une contre-expertise. Voilà ce que l'expert a écrit. Moi, c'est ce qui m'arrive très souvent. Je critique jamais ni un expert, une personne âme, ni son rapport directement. Je dis voilà ce que l'expert a écrit dans son rapport. Et puis voilà les recommandations, qui ne sont pas les mêmes. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et là, le juge est aussi embêté que moi. Et là, on obtient une contre-expertise. Je rappelle que la contre-expertise, l'obtention de la contre-expertise, ce n'est pas automatique. Hein. Et il faut se battre pour l'avoir. Donc, les recommandations, c'est fondamental, mais parfois, elles sont remises par l'expert. Et dans ce cas-là, ce n'est pas un motif de récusation, mais d'obtention de la contre-expertise ultérieure. C'est pourtant une question qui est précisément posée par le juge lors de la mission d'expertise. Absolument. Jean-Claude. Oui, juste préciser comment est-ce qu'on peut faire la demande, déclencher une contre-expertise. Devant le juge du fond. Alors, le juge du référé, c'est ce qu'on appelle le juge de l'urgence, hein, celui qui traite des choses évidentes et dans l'urgence. Sinon, il n'est pas compétent. Le juge du référé est compétent pour désigner un expert. Problème médical, par exemple. Je demande un expert. Je vais référer dans les 2-3 mois. Ensuite, le juge de la responsabilité, le juge du fond. Lui est saisi d'une action responsabilité au fond. Il ne va pas mettre 2-3 mois, il va mettre le délai actuel en France entre 12 et 18 mois. Et c'est le juge du fond, donc dans ces délais, et après un débat au fond, qui éventuellement va être compétent pour désigner un expert dans le cadre d'une contre-expertise. Ça ne peut pas être le juge des référés. Pourquoi? Parce que, comme il a été dit plusieurs fois déjà cet après-midi, il y a nécessairement une des deux parties qui ne va pas être contente. Si on laisse le juge des référés désigner un contre-expert, ça va être systématique. Et on va partir tout de suite dans expertise, automaticité de la contre-expertise, etc., etc. Voilà pourquoi cette particularité procédurale. J'ai une question qui nous vient du Brésil, de Dr Hudson de Nakamura, qui salue tout le monde et qui nous pose la question suivante que je vous lis. Dans quelle mesure le consentement éclairé des contrats de chirurgie pourrait-il éviter les poursuites? Les possibilités de complications existent toujours. Comment y faire face? Alors, c'est un autre sujet. Oui, mais vous voulez que je réponde, mais… quel est votre… Alors, oui. Il est fondamental aujourd'hui, fondamental de faire signer un consentement éclairé, et même, c'est la loi Kouchner du 4 mars 2002, la jurisprudence 97, et même de l'assortir, ce consentement éclairé, d'une fiche d'information sur le geste qui va être pratiqué. Et les sociétés savantes éditent les fiches d'information, souvent, sur la plupart des gestes. C'est essentiel, parce que c'est la preuve de l'information. Attends, sans consentement éclairé, on peut quand même réussir à prouver qu'il y avait un consentement. Il y a eu beaucoup de consultations, ça a eu un long délai, etc. Éviter le procès, je crois, alors ça c'est mon expérience de vieil avocat des médecins, je ne crois pas que ce soit le juridisme qui évite le procès, mais l'humain, l'humanité, la présence.
crois que c'est ça qui est. Et la réaction du praticien en présence de Absolument. situations difficiles, Exact. et complications, je suis bien Exact. d'accord. D'autres commentaires ou questions? Merci beaucoup à Maître Lacueil.